Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde si Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux Bonsoir cyclistes, tout le alors monde, que les tout le monde- commissaires de course, ce 25 avril 2021 pour parler des Ardennaises et également un petit peu du Tour des Alpes. Alors, pour en parler avec moi, il y a Greg. Bonsoir Greg. Salut tout le monde. Et également Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer tout d'abord par Liège-Bastogne-Liège, par ce qui est le plus frais, avec la victoire du prodige Tadej Pogačar devant Julian Alaphilippe et David Gaudu. Sur une édition, Cédric, qui a été sympathique, en tout cas pour Liège-Bastogne-Liège. Oui, tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs une surprise. Personnellement, c'est le monument qui m'intéresse le moins parce que la course est souvent un peu ennuyeuse. Mais cette année, il faut dire que le spectacle a vraiment été au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, une équipe Ineos qui a été très active et au final de la tension jusqu'à la fin, un groupe de costauds qui s'est échappé mais qui a pas pu se faire reprendre. Mais voilà, on a quand même vibré jusqu'à la fin avec un très très beau podium au final. Et en effet, Cédric le dit, c'est l'équipe Ineos qui met le faux poudre dans la redoute sur l'édition, Greg, où il y avait un vent de face qui aurait dû bloquer toute initiative. C'est vrai que c'était un petit peu la surprise. Alors, comme l'a dit Cédric, voilà, Liège est souvent vu comme la classique, peut-être la moins passionnante, où ça attend le plus possible, c'est pas très offensif. Et finalement, et comme la surprise, c'est l'équipe Ineos qui a totalement lancé la course à 35 km de l'arrivée. Peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas, qui a sérieusement changé le profil de la course. On serait presque cru sur une Ardennaise. En faisant une forte accélération qui a fait de gros dégâts dans le peloton et chez les favoris parce que ça a été tendu, hein. Certains, il y a eu alors peut-être pas de très très gros écarts, 15-20 secondes, mais on a vu que les leaders mal placés ont failli se faire piéger. Alors la question également, c'est le meilleur coureur Ineos, c'est Miral Kwiatkowski, 11e. Est-ce qu'on risque pas d'avoir 10 ans de course sur Liège-Bastogne-Liège défensive avec ce raté de la stratégie offensive, Greg, encore plus que Richard Carapaz a été déclassé. Mais Puisqu'il dans la descente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans la descente, il a été pendant quelques hectomètres, même pas hectomètres, quelques dizaines de mètres en position Maury. Je ne sais pas, enfin, il y a tellement de grands favoris sur cette course-là, et Ineos, malgré Adam Yates, malgré Carapaz, malgré Kwiatkowski, était finalement un petit peu au second rang. Autant d'autres années, ils auraient été les grands favoris, mais là, derrière Alaphilippe, derrière les Valverde, derrière les Pogačar, derrière les Roglic, finalement, je trouve qu'ils ont tenté une stratégie, enfin, ils ont eu raison, je pense, de tenter, parce qu'est-ce qu'ils auraient pu, ou est-ce qu'ils se sentaient d'avoir les jambes pour rivaliser avec les plus grands favoris. Moi, je trouve que c'est assez logique. De toute façon, on savait bien qu'un coureur comme Carapaz, qui est souvent à l'aise, c'est classique, mais qui est offensif de tempérament. Donc, moi, je pense pas que ça change pour les années à venir, car de toute façon, sur un final peut-être plus classique, je ne sais pas s'ils auraient eu l'occasion de briller non plus. Ils ont tenté leur chance. Eh bien, ouais, je pense qu'ils ont eu raison et que de toute façon, vu la concurrence, c'était la seule chance d'avoir quelque chose. Et je pense que tu as raison. Alors, on parle pas mal de l'équipe Ineos qui a été très forte, impressionnante dans la côte de la Redoute où il était à 4 devant le peloton qui explosait derrière eux. Mais Cédric, est-ce que c'était l'équipe la plus forte quand on voit par exemple au classement de la course que Tadej Pogačar l'emporte, mais également qu'il avait des équipiers bien placés, puisqu'il y a David Formolo 16e, mais également Marc Hirschi 6e. Oui, c'est une bonne question, hein. J'ai pas vraiment de bonne réponse. Le sentiment, c'est qu'Ineos c'était vraiment l'équipe la plus forte. Les UAE ont fini très bien, comme tu dis, mais au moment où le groupe s'est échappé, ni Formolo ni Hirschi n'ont réussi à suivre. Alors après, l'avantage, c'est qu'ils ont pu pourrir un petit peu la poursuite derrière et
Hirschi a pu suivre, sauf erreur, Mollema quand il a attaqué pour à obtenir ce top 10. Mais finalement, ben, le leader était très très fort et les deux autres équipiers l'étaient aussi, mais moins. Donc peut-être que s'ils avaient attaqué plus tôt comme on fait l'Ineos, on aurait eu ce sentiment, mais très sincèrement, je ne saurais pas dire quelle équipe était la plus forte. Et d'ailleurs, pour répondre un tout petit peu à Greg en quelques secondes, lorsque les Ineos ont fait ce coup de force dans la Redoute, très sincèrement, ils avaient l'air plus forts que les 5 coureurs qui se sont disputés la victoire. Et on avait l'impression qu'Alaphilippe n'arrivait pas à les suivre tout simplement, ou est-ce que c'était parce qu'il était mal placé? On ne le voit pas très bien, mais disons qu'ils ont fait juste, tout à fait, mais ça donne l'impression que les autres étaient moins forts qu'eux. Alors que, voilà, je sais pas. Moi, alors, je suis d'accord avec toi. Je dirais que même la Ineos a été l'équipe la plus impressionnante. Si on peut peut-être pas la juger la plus forte, donc en tout cas la plus impressionnante. Mais par contre, il y avait un coureur dans leur roue qui me semblait caresser les pétales, c'était Tadej Pogacar, que j'ai trouvé au-dessus. Alors, vous savez que je suis cocardier, donc il y a de la frustration de voir les Français deuxième et troisième ne pas avoir cette doyenne. Alors palmarès, puisqu'il faut quand même le dire, mais que depuis qu'Alejandro Valverde est né, c'est-à-dire il y a 41 ans, les Français n'arrivent plus à gagner. Mais Greg, c'est peut-être le plus fort qui a gagné aujourd'hui, tout simplement. Pardon, oui, c'est ce qui semblait, mais évidemment, Pogacar, on n'a pas vu mercredi sur la Flèche Wallonne, donc c'est vrai que on ne connaissait pas exactement son état de forme par rapport aux autres. Mais c'est D'ailleurs, est-ce que vrai tu que peux rappeler pourquoi on ne l'a pas vu, si jamais on a des auditeurs qui ne le savent pas? c'était pour un Covid, enfin un cas positif de Covid dans le staff notamment. Donc ils n'ont pas couru, ils n'ont pas pris le départ. Mais c'est vrai qu'on sentait même que quand on voit les Ineos partir, on le sent assez nerveux quand même et on le sentait prêt à bondir. Donc il avait quand même une belle allure, il paraissait même assez facile et pressé de revenir quand Carapaz s'en va notamment. On sentait qu'il était, qu'il était dans les starting blocks hein, pour la prochaine offensive et qu'il ne se laisserait peut-être pas avoir 2 fois. Et on se voit assez fort mollo au moment qu'il met une grosse accélération d'ailleurs, je crois, hein, qui fait assez mal aussi. Donc voilà, c'est aussi un test hein, parce que voilà, on voulait le revoir après c'est un peu la revanche hein, du Pays Basque face à Roglic. Donc je pense qu'il avait vraiment à cœur de gagner. On rappellera qu'il a que 22 ans quand même et qu'il commence déjà à avoir un palmarès très impressionnant. Est-ce que, Cédric, euh, on a souvent parlé du nouvel Eddy Merckx en la personne de Remco Evenepoel. Est-ce que ça serait pas plutôt Pogacar qui mériterait plus cette comparaison? Ah, ça, c'est la question à 100 francs. Ben, pour l'instant, à 22 ans, il a quand même un palmarès assez impressionnant avec un tour et ce monument obtenu aujourd'hui. Et Evenepoel, ben, disons-le clairement, il a rien enfin, en termes de victoire prestigieuse. Donc, en général, ça sera à la fin de leur carrière respective qu'on va vraiment faire le bilan. Mais il y en a un qui a déjà accompli beaucoup à 22 ans et l'autre qui a encore tout à prouver. À part le talent brut qu'il a en termes de palmarès, il est quand même très très loin du compte. Mais ça peut bouger très très vite aussi, hein. Tout à Donc, fait. à voir. Et peut-être juste un point, tout ce qu'il a obtenu déjà, Pogacar, ben voilà, il n'a plus à le gagner. Donc, même s'il devait arrêter sa carrière jeune pour cause d'épuisement ou de manque de motivation ou autre, ben voilà, tout ce qu'il a, il l'a. Et ça, on ne pourra pas le lui enlever, enfin, a priori. Tout à fait. Alors j'ai une autre question pour toi, parce que là je te fais comparer deux jeunes coureurs. Alejandro Valverde qui lance le sprint final à 300 mètres de l'arrivée, 20 de face. Est-ce que la vieillesse est un naufrage? Je ne sais pas. Et là, de nouveau, je manque très clairement d'objectivité parce que c'est pas mon coureur favori, Valverde. Et à cause de ça, je pense que je suis pas vraiment objectif quand j'évalue ses performances, la façon dont il passe les relais ou autre. J'ai eu quand même une certaine Schadenfreude, comme on dit en allemand, sur le fait de le voir en tête au dernier kilomètre et à devoir lancer le sprint de cette manière. Maintenant, c'est quand même assez étonnant de le voir faire, de le voir dans cette situation où c'est plutôt une erreur d'être en tête et de devoir lancer le sprint, sachant que derrière les autres coureurs ont en guillemets plus qu'à le suivre. Donc, j'explique pas vraiment ce raté, ce que c'était parce qu'il était fatigué, il était plus lucide, mais ça m'étonne de lui. Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses d'ailleurs, Benjamin. Eh bien, la question que je me posais en fait, c'est je me suis dit est-ce qu'il n'est pas cramé? Dans cette course, hein, je parle, puisque déjà il était dans les 5 qui sont dégagés, donc c'était très fort. Mais dans la Roche au Faucon, on l'a pas vu
prendre des relais ou suivre les plus grosses attaques. J'ai eu l'impression qu'il était plus dans le fait de subir. Même si, encore une fois, subir c'est un grand mot, il était dans les 5 qui s'échappaient. Hein. Mais je me suis dit, vu qu'il y avait Hirschi, Benoît et Mollema qui revenaient, est-ce qu'il s'est pas dit, bon, je suis cramé, j'ai plus de force pour le sprint, je lance et au moins j'assure mon top 5. Je sais pas. Moi, j'ai un peu ton point de vue, Benjamin. C'est-à-dire, je pense qu'il a bien senti qu'il n'était pas le plus fort, qu'il n'a pas joué en favori. Et par contre, celui qui est devant lui, David Gaudu, qui n'était pas forcément réputé pour sa grande pointe de vitesse, et qui commence, enfin qui fait même une très belle saison, puisqu'après son top 5 autour du Pays Basque, le voilà, 7ème de la Flèche Wallonne, on va y revenir un peu juste après, et 3ème du monument Liège-Bastogne-Liège. Mais je vais y aller, oui. Mais c'est vrai que c'est un coureur qu'on a vu, je pense que pour tous les suiveurs et tous les fans de la FDJ, c'est une bonne surprise de le voir partir dans le bon groupe. Après, évidemment, si ça finit au sprint, c'est peut-être pas le profil finalement qui l'arrange le plus, mais je trouve qu'il a bien mené sa barque. Hein. Je le trouvais plutôt bien placé dans le sprint parce qu'il est dans la roue de Woods notamment, qui a fait aussi une sacrée course au passage. Et je pense que pour lui, enfin, 3ème, c'est quand même un excellent résultat. Il confirme, je crois qu'il est dans le top 10 l'année dernière, sur le podium. Alors évidemment, pour tous les Français, voire 2 Français au poste de 2 et 3, il y a toujours une petite déception. On se dit qu'il manque un petit quelque chose. Mais je pense que pour Gaudu, enfin, le bilan est très positif pour lui. Il a toujours été bien placé. On le voit même au moment, je me souviens, quand ça commence, il se replace toujours très bien. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Il était assez scellé, je trouve. Oui, Cédric? Peut-être juste un petit point. Évidemment, vous, votre point de vue de Français, c'est la déception de ne pas avoir eu la victoire. Mais à mon avis, tant Alaphilippe et Gaudu ont conquis la 2e et la 3e place qu'ils ont perdu Liège-Bastogne-Liège. Car comme vous l'avez les deux dit, il y avait un coureur qui était plus fort que tous les autres. Et au contraire de la dernière édition, il n'y a aucun regret à avoir pour Alaphilippe parce que tout simplement, il n'était sûrement pas le plus fort. Et malgré tout, il a réussi à faire son podium. Et la même chose pour Gaudu qui fait un résultat extraordinaire. Donc bien sûr, vous auriez pu espérer une victoire, mais c'est pas un échec, c'est une vraie réussite de les avoir 2 et 3. C'est plus dans le sens, il y a 5 coureurs qui vont se disputer la victoire, il y a 2 Français. Caramba encore raté, mais non, encore une fois, je pense vraiment au fond de moi-même que le plus fort a gagné. Pogacar des 5, alors j'ai peut-être un doute sur Woods, mais c'est celui qui a accompagné tous les coups à partir du moment où la Ineos a accéléré dans la redoute. Les autres étaient plus sur une posture défensive et ont donc plus lisser leur effort. Donc non. Et je préfère voir des Français 2 et 3e que dans les années 2000 quand le premier Français accrochait à peine le top 20. C'est pas mal. Et puis d'autant que mercredi, Julien Alaphilippe a remporté à nouveau la Flèche Wallonne devant Primoz Roglic. Dimanche PSG, mais sacrément impressionnant, Cédric. Ah oui, alors Alaphilippe, c'est pas une surprise, même si beaucoup ont débattu sur son état de forme après l'Amstel, mais voilà, il a vraiment été en démonstration. Roglic, on a vu sur les réseaux sociaux, sur les forums ou ailleurs, pas mal de discussions sur sa tactique, est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt ou autre. Moi, j'ai le sentiment qu'il a fait ce qu'il pouvait et que s'il attendait encore plus, il allait de toute façon perdre contre Alaphilippe, donc il a été vraiment impressionnant. Si Alaphilippe n'avait pas été là, il aurait d'ailleurs gagné avec une très grosse marge. Et même si c'est une tactique perdante, c'était sans doute la moins pire qu'il pouvait aborder. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue, mais sans doute que Greg et Benjamin, vous avez un point. Je lisais beaucoup sur le forum, certains qui disaient qu'il aurait dû attaquer plus tôt pour prendre Alaphilippe sur une autre filière. Mais rien ne dit qu'il n'aurait pas explosé lui-même en attaquant plus tôt. Exact, oui. C'était déjà loin, et on voit qu'à la fin, il a du mal. Alors certes, il y a 6 secondes d'avance sur Valverde, mais voilà. Et d'ailleurs, Greg, on retrouve les mêmes, c'est ça que je voulais dire. Les mêmes, c'est ça. On retrouve, voilà, exactement. Même Michael Woods aussi, oui, qu'on a vu on a vu moi faire une sacrée montée aujourd'hui, accélérée, mais je suis assez d'accord avec Cédric. Oui, on le voit partir très tôt, mais après, c'est son profil de course, il y a qu'Alaphilippe qui peut le remonter. Il n'y en a quand même qu'un seul qui peut le remonter, les autres finissent relativement loin.
Donc je pense vraiment, oui, aussi qu'à la Philippe, s'il a pu remonter Roglic, il s'est accroché parce qu'on voit il serrait les dents. Euh, voilà, je pense qu'il a tenté sa chance parce qu'il le sentait comme ça. Est-ce qu'en attendant, il n'y aurait peut-être pas eu d'autres coureurs qui auraient pu se mêler à la victoire? C'est une possibilité aussi. Tout à fait. On retrouve la 5e place de ce Flash Wallon Warren Barguil qui a eu beaucoup plus de mal sur Liège. Thomas Pidcock qui n'a pas pris le départ puisqu'il avait chuté. Et c'est quand on voit le déroulé de cette Flèche Wallonne, Greg, qu'on ne peut pas jeter la pierre à Ineos en disant ah, vous avez mal couru, vous auriez dû faire ceci ou cela. Parce que quand même, à la Flèche Wallonne, c'est intense ce mur final. Qu'est-ce que c'est long, hein. Et on a l'impression de voir un peu finalement une étape de sprint, hein, c'est-à-dire les trains qui se plantent, les trains qui se placent, on attend voilà, le spectacle, ça sera au dernier kilomètre. Alors, c'est vrai, le dernier kilomètre, c'est champagne. Mais évidemment, voilà, c'est là toute l'importance du parcours, finalement, de placer la dernière difficulté au bon endroit. On peut faire référence à l'Amstel, qui a su peut-être changer son parcours pour laisser cette opportunité-là à des coureurs qui voulaient partir de loin. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu, j'ai l'impression que le mur de 8, c'est un petit peu caricatural. C'est-à-dire, on attend, tout le monde attend ce moment-là. Est-ce que c'est la peine d'allumer sa télé avant ou de regarder la course avant? Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage que ça devienne un peu une caricature, car voilà, peut-être que cette course, elle mériterait un petit peu mieux. Mais messieurs, est-ce qu'on doit incriminer le parcours ou est-ce qu'on doit incriminer les coureurs sur cette... Le parcours, non, parce que, bon, évidemment, on aimerait tous avoir des coureurs extrêmement offensifs, prêts à tout perdre. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour critiquer les équipes qui n'ont pas de tactique vraiment innovante et qui attendent elles aussi le dernier sprint sur la montée, le dernier mur de 8, sachant que il y a un seul vainqueur et que la plupart de ces équipes n'auront pas les moyens d'obtenir un podium, voire même un top 5. Donc, oui, c'est très frustrant de voir toutes ces équipes qui savent qu'elles n'ont aucun coureur avec le punch suffisant, mais qui quand même jouent cette tactique. Est-ce que c'est la peur de cette dernière ascension très courte, mais tellement intense qu'on peut exploser vraiment en quelques secondes, même pas, je sais pas. Et avant de vous rendre la parole, pour rebondir sur ce que disait très justement Greg sur cette course avec toujours le même scénario, j'ai l'impression qu'on aime cette course quand on aime le vainqueur. Vous avez sûrement dû apprécier cette édition 2021. Moi, j'ai bien aimé la 2020 quand c'est Hirschi qui a gagné, mais autrement, on vibre pas vraiment. Il y a juste voilà, ce dernier mur de 8 qui est vraiment très intense, mais sinon, c'est un peu soporifique, il faut le dire. Greg? Oui, alors après, je suis pas non plus le plus grand fan d'Alaphilippe, donc c'est pas tellement ça que j'attends de cette course-là. Mais voilà, enfin, je comprends très bien que tu préfères avec Kirch l'année dernière, mais voilà, moi c'est vrai, ce scénario par rapport au parcours, je pense que oui, ça fait tellement peur le mur de 8, il y a tellement de gros pourcentages que celui qui attaque très tôt, on voit bien, on reproche déjà à Roglic d'avoir attaqué trop tôt, donc imaginez un petit peu celui qui tenterait d'encore plus loin. Ouais. Mais moi, j'en veux quand même un peu aux coureurs et aux directeurs d'équipe, hein, puisque avec les oreillettes, on sait qui a beaucoup de poids. Parce que hormis les 4 premiers qui se tiennent en 8 secondes, les autres, ils avaient véritablement quasi aucune chance de gagner. Et hormis Tim Wellens, il n'y a personne qui tente le parcours. Alors certes, il y a le mur final, on est d'accord. Mais il y a quand même pas mal de côtes avant. Et il n'y a pas un coureur qui va tenter. Alors, la De Koenig, la Jumbo Visma, la Movistar, pour les Israel Startup Nation qui roulent pour leurs coureurs, je veux bien, mais quand je vois la Groupama FDJ qui roule dans l'avant-dernière bosse, on me souvient de taper 8ème, pour amener David Godu plutôt que de tenter une course de mouvement, tout ça, je suis quand même un peu déçu. La Cofidis, ils étaient 4 ou 5 dans le groupe qui se présente dans le mur, il n'y a quasiment rien eu de leur part non plus. C'est dommage. Est-ce qu'ils peuvent vraiment pouvoir battre à la Philippe, Roglic ou Valverde à la pédale? Je sais pas, mais C'est vrai, je ouais. pas tenté. Mais c'est sur ce point-là, je pense qu'on peut être un petit peu déçu. Parce que c'est vrai que, enfin, ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement des coureurs qui semblent au-dessus, qui semblent favoris, qui semblent voilà, supérieurs aux autres, que il y a peut-être des outsiders qui auraient intérêt à un autre scénario de course. Et tant pis, ça marche pas.
attaquer plus tôt, tenter un coup comme ont tenté les Ineos aujourd'hui d'ailleurs, hein. Eh bien ça pourrait offrir notre scénario, mais parce qu'au fond, sur une telle arrivée, c'est tellement particulier le mur de 8 qu'il y a très peu de coureurs qui ont leur chance. Je veux dire, il y a... Enfin, c'est là où tu as raison, un outsider sur le mur de 8, enfin, créer la surprise sur les gros pourcentages, c'est pas possible. C'est forcément quelqu'un de très très fort, de très costaud qui va gagner. Ouais. Mais il y avait eu une Oui, vas-y. Oui, pardon, Benjamin. Merci. Sur le forum, Alex Tru, je crois, avait donné une explication assez intéressante sur le problème des Ardennaises, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Il disait que sur les Flandriennes, les leaders arrivent à faire des écarts soit sur les monts, soit sur les passages pavés. Et ensuite, quand on retourne sur une route normale, les leaders sont plus forts que les équipiers parce que ce sont vraiment des gros rouleurs, comme on a eu tout un certain nombre de générations ces dernières années. Alors que sur les Ardennaises, un coureur qui peut s'échapper du peloton avec beaucoup de punch, ensuite, il n'est pas forcément à armes égales avec les équipiers lors de tous les passages de transition, même si les routes sont relativement petites, et que donc le désavantage des Ardennaises par rapport aux Flandriennes, c'est que sur les Flandriennes, les leaders sont plus forts que les équipiers sur tous les terrains, alors que sur les Ardennaises, il y a quand même cette capacité des équipes de pouvoir reprendre les gens qui auraient eu des velléités offensives. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de Oui. cette Il y a deux théorie. choses vraies dans ce que tu dis. La première, c'est que les leaders sont plus forts sur les Flandriennes que sur les Ardennaises, entre guillemets, d'autant que la musculature n'est pas la même, tout ça. On a des profils de rouleurs souvent sur les Flandriennes. On voit d'ailleurs souvent dans les finales de course, même s'il reste 20 km, imaginons c'est un trio en tête, va toujours garder l'avance sur le groupe de 10 ou 15 qui est derrière. Donc les plus forts sont devant. Et également le fait, alors je me disais ça sur mon canapé, pendant que les coureurs faisaient les efforts à 80 km de l'arrivée, là quand les Astana ont commencé à accélérer sur Liège-Bastogne-Liège, je me disais, aujourd'hui avec le matériel, l'entraînement, etc., le niveau, c'est des codes qui ne font plus suffisamment la différence. Un pavé, tu peux pas l'escamoter véritablement parce que déjà ça bloque, la route est toute petite, il y a les crevaisons, il y a ceci, il y a cela. Là, quand même, tu peux passer 20-30 secondes moins vite que le gars qui attaque pour te réorganiser, pour accélérer. Bon, alors on a vu que la redoute, quand même, quand elle est montée très forte, peut faire une décision, mais au final, c'est rentré dans l'ordre. Et au final, de 1,5 km à 7-8%, aujourd'hui, avec une équipe full puncher, c'est plus suffisant. Donc oui, je suis d'accord avec cette analyse que tu as tirée du forum. Je sais pas si Greg a un avis différent. Oui, c'est évident, enfin, ça fait partie des explications, mais il y a aussi, enfin, peut-être une culture chez les coureurs, peut-être on va dire plus grimpeurs ou de grand tour, d'être aussi plus attentiste. C'est-à-dire, c'est aussi une culture tactile. Les Ardennaises, pardon, les Flandriennes, c'est tellement particulier comme profil de course et que ça reste pour moi vraiment à part dans le vélo, enfin, notamment dans les classiques. Et parce qu'il y a toujours, sur le pavé, il y a aussi de l'agilité, il y a aussi de l'adresse, il n'y a pas que le physique qui compte. Et il y a aussi cette culture d'être peut-être un petit peu plus offensif aussi chez les coureurs d'Ardennaises, à mon avis, qui jouent beaucoup. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Messieurs, un petit mot sur le Tour des Alpes. Deux questions. La première, Cédric, c'est est-ce que Simon Yates n'est pas peut-être en forme trop tôt? C'était la question que j'attendais. Alors, on verra. Bon, je vous avoue que j'ai pas vu la course, hein. J'ai juste pu voir quelques extraits vidéo et regarder un petit peu sur les comptes rendus, sur les classements. Alors, je saurais pas dire. Apparemment, il avait l'air très impressionnant. Et j'imagine que ton commentaire vient du fait qu'on l'a déjà vu s'effondrer en dernière partie de Grand Tour. Très sincèrement, je ne sais pas. Je resterai toujours un peu sceptique par rapport aux capacités de ce coureur, sans doute à tort, hein. Mais voilà, de nouveau, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc bravo à lui pour cette victoire. Mais est-ce que c'était déjà un favori pour le Giro au début? Très sincèrement, je ne sais pas. Greg, un avis? C'est toujours particulier parce qu'avec Simon Yates, on a tellement des fois l'impression qu'il marche sur l'eau et qu'il écrase la concurrence, qu'il est Là, il est tellement au-dessus des autres. Parce que là, ce qui est marquant, c'est peut-être l'écart qu'il fait dans les montées, sur ses accélérations. Parce que mettre autant d'écart notamment à Vlasov, alors, on pourra toujours dire c'est peut-être que Vlasov, mais et l'aisance avec laquelle il met cet écart qui reste impressionnant.
Et autant on a déjà l'expérience qui peut très bien s'écrouler en troisième semaine et tout perdre. Donc ça sera évidemment une des choses à voir. Alors peut-être qu'il a appris de ses erreurs et qu'il va peut-être mieux gérer sa course. Mais voilà, c'est le Simon Yates qu'on a déjà vu dominateur, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. À voir enfin, c'est dans 15 jours maintenant, enfin, c'est bientôt le Giro, dans une dizaine de jours. À voir s'il pourra maintenir voilà, cet état de forme encore plusieurs semaines. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas un grimpeur de haute montagne. Donc, je pense que déjà, il a une forme peut-être un peu tôt, et deux, que tant que c'est des cols à 1000-1500 mètres d'altitude de 10-15 km, ça va, mais ensuite, ça ira moins. Greg, est-ce que tu veux parler du deuil semi-national par rapport à Thibaut Pinot? Oui, enfin, chez tous les fans de la FDJ qui regardaient évidemment d'un œil inquiet l'état de forme de Thibaut Pinot, l'état de son dos surtout. Et je pense qu'il y aura évidemment beaucoup de déceptions, car alors on l'a vu lâcher très tôt, on l'a vu après offensif, alors c'était un peu l'espoir de le voir en baroudeur peut-être briller, mais visiblement et après la vie du staff, ça reste une déception, car il a visiblement toujours ses douleurs, et ça chemine évidemment, visiblement il ne fera pas le Giro. Donc évidemment c'est une déception et de l'inquiétude, parce que ça fait quand même depuis le Tour de France qu'il a ces douleurs-là. Ça devient inquiétant. Cédric, un autre avis sur Monsieur Pinot? Non, je crois que Greg a tout dit, précisant quand même qu'il a fait mieux qu'un ancien vainqueur du Tour sur cette course, qui lui est encore... Le vainqueur du Tour de France. Froome, qui lui n'a pas mal au dos et est encore plus mauvais que Pinot. Mais bon, après, pour être tout à fait honnête, c'est quand même assez triste de voir ce qui arrive à Pinot, et ça engendre énormément de questions sur la façon dont sa blessure a été gérée, sur son entourage, peut-être sur sa propre attitude par rapport aux différentes thérapies qui existent pour régler ce problème ou autre, je sais pas, mais c'est quand même un vrai chemin de croix, et on a l'impression que ça ne veut pas prendre fin, qu'il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est quand même assez particulier. Ouais, on ne sait pas jusqu'où ça va le poursuivre. Les plus pessimistes parlent même. Et, et peut-être, bon, je me suis un petit peu moqué de Froome il y a quelques secondes, mais lui aussi, il a eu une grosse blessure. Et ces deux coureurs nous montrent quand même l'impact potentiel sur le très long terme que peuvent avoir des blessures sur une carrière professionnelle. Donc, je dis pas que les deux sont totalement finis, proches de la retraite ou autre, mais enfin, voilà, qu'il suffit d'une seule chute pour vraiment mettre en cause des années de travail et totalement rendre difficile des perspectives futures pour ces coureurs. C'est assez effrayant, à vrai dire. Tout à fait. L'être humain est fragile, même si c'est un champion. Messieurs, la semaine prochaine, c'est le Tour de Romandie. Donc, on va finir par nos pronostics, où généralement on se rate dans une grande longueur et largeur. Qui pensez-vous qui va l'emporter en terre suisse? Cédric? J'ai pas encore vu la start list, pour être tout à fait honnête, donc Oh, je vais pas bravo. m'avancer. Ouais, non, je sais, c'est tout à fait honteux. Par contre, bon, Marc Hirschi, vas-y, tu vais, peux le dire. j'ai presque envie de te dire Marc Hirschi, mais la dernière montée à Thion est quand même assez compliquée, hein, c'est haut. Il y aura plus de 4000 mètres de dénivelé positif le jour-là, donc franchement, je le vois pas arriver jusqu'en haut. Et cette route, je l'ai jamais faite en vélo, je l'ai seulement faite en voiture, mais c'est pas si facile non plus. Et suivant la météo, il risque de faire assez froid. Donc non, franchement, je pense pas que Marc Hirschi pourra s'imposer. Par contre, je dirais 2, voire peut-être 3 victoires suisses d'étape. Oh là là. Alors Voilà. là, alors c'est pas le vainqueur, Deux. mais je prends ce pronostic. Voilà, pour le vainqueur, malheureusement, je peux pas vous dire. Et toi, Greg? Je dirais Richie Porte devant Yonis Aguirre, et en 3, tiens, Guerin Thomas. Allez. Ah ouais, tu fais le podium carrément. Oh bah oui, moi, c'est cadeau. Du coup, il va falloir que je fasse un podium moi aussi. On aurait dit que le vainqueur sinon. Je vais prendre comme difficulté de ne choisir aucun des coureurs que tu as cités. Donc je vais dire victoire de Steven Kruijswijk devant c'est compliqué de ne pas dire un Ineos. Devant un TJ Van Garderen qui va faire sa course d'une semaine formidable qu'il fait chaque année.
Et en 3, Lennart Kanma. C'est un pronostic vraiment totalement en route. Voilà, je n'aurais pas dû lancer ce pronostic. Voilà, bien fait. Ouais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir.